Donc, comment apprendre à l'heure de l'IA? Alors, vous le savez peut-être, l'IA fête cette année ses 69 ans. Il existe différents types d'intelligence artificielle. Ce soir, on va bien sûr se focaliser sur celle qui fait le buzz depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qui a été démocratisée donc par différents assistants ou compagnons IA, comme tu les nommes, Emmanuel. Le plus célèbre, vous le savez, c'est ChatGPT. Je vais juste vous faire un petit état de l'art d'où on en est en septembre là, 2025. Vous savez que ça avance très vite. Cet assistant donc, qui a ouvert le bal, c'était fin novembre 2022. C'est toujours celui-ci qui mène, je dirais, la danse. Vous avez ici les parts de marché. On est sur du 62%, assez écrasant par rapport à des acteurs historiques comme Google ou Gemini. Et qu'est-ce que ça représente 62% aujourd'hui de part de marché sur ce monde des nouveaux assistants? C'est 800 millions aujourd'hui d'utilisateurs par mois. Il y a un dernier chiffre que je voulais vous donner, mais c'était au niveau de la pénétration de cet outil au niveau des actifs en entreprise en Europe, mais je n'ai pas trouvé. Du coup, je vais vous afficher plutôt le chiffre qu'on retrouve aux États-Unis, qui nous dit qu'aujourd'hui, 20% des actifs des Américains utiliseraient au quotidien ces nouveaux assistants. Il faut dire aussi qu'ils ont le nouveau Google. On n'a pas encore le nouveau Google, nous, en France. C'est le nouveau Google, un Google qui intègre directement via Gemini, notamment ses nouveaux assistants IA. Donc on n'est peut-être pas encore à 20% ici dans cette salle, mais je suis en tout cas convaincu que d'ici quelques temps, nous serons parmi les actifs tous des fervents utilisateurs de ces nouveaux assistants avec une récurrence d'usage beaucoup plus intense que ce qu'on a pu connaître avec notamment le réflexe Google. Donc on peut du coup se poser la question sur l'impact de cet usage de plus en plus intense au quotidien de ces nouveaux assistants dans nos habitudes, dans nos comportements, mais aussi dans nos apprentissages. Du coup, je vais reformuler la problématique que je vais dérouler avec vous. Comment apprendre à l'heure donc de ces nouveaux assistants, que ce soit ChatGPT, Gemini, Mistral, bien sûr, c'est la même chose. Alors j'ai deux convictions. La première, c'est que pour tout outil qu'on a pu créer depuis la naissance de l'humanité, que ce soit la lumière, les chaises, la voiture, le GPS, tous les outils, si on les adopte, c'est parce qu'ils nous apportent des gains de confort pour une ou plusieurs tâches qu'on doit réaliser au quotidien. Et donc, ChatGPT ne déroge pas à la règle, il apporte en effet des gains de confort, mais pas que. En entreprise, on le sait maintenant, on arrive à le chiffrer à travers différents audits, on a des gains de temps qui se chiffrent en minutes, voire en heures, et aussi des gains de qualité. Des fois, pour des mêmes tâches données, vous n'avez pas forcément gagné du temps, vous vous en êtes rendu compte parce qu'il faut beaucoup parler, beaucoup donner de contexte à ces assistants, mais sur un même laps de temps, vous allez par contre gagner en qualité. Et il y a d'autres gains que je listerai tout à l'heure. Deuxième conviction, c'est que pour tous outils, selon moi, on a d'un côté des gains et d'un autre côté, comme tout est, je dirais, balance dans la vie, on va avoir également malheureusement des pertes. Il y a plusieurs études qui fleurissent ces derniers mois. La plus célèbre récemment, c'est celle du MIT en juin, qui en effet l'a démontré. Suivant l'usage qu'on va avoir de ces nouveaux assistants, on peut également avoir des pertes de capacité sur de l'expertise, de l'esprit critique, de la dépendance sur cognitive, je dirais, et notamment des pertes sur de l'exercice de réflexion. Du coup, ce que j'aimerais vous présenter à présent, c'est une technique pour identifier des bons usages de ChatGPT, de ces assistants, pour être, je dirais, à la fin de l'année, si vous commencez à l'utiliser régulièrement, dans une balance, je dirais, positive au niveau de vos capacités. Que vous ayez plus acquis de capacités que vous n'auriez perdu. La technique que je vais vous présenter, on peut l'appliquer à n'importe quel type d'outil, finalement, parce que ce débat qu'on a là, on peut l'avoir avec tous les outils qu'on a créés jusqu'à maintenant. Et du coup, pour la démonstration, je vais l'appliquer à un autre outil d'abord, et je reviendrai après sur ChatGPT. L'autre outil sur lequel je vous propose d'appliquer cette technique, c'est un outil bien plus ancien que ChatGPT, qui remonte à moins 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est le bon vieil outil de l'écriture. Donc il y a moins 1000 ans de ça, vous imaginez bien, avant Jésus-Christ, on n'a pas adopté cet outil aussi rapidement que ChatGPT aujourd'hui. Si je remonte un peu plus le temps, moins 400 ans avant Jésus-Christ, à Athènes, c'était que 10% de la population qui avait commencé à adopter cet outil-là. Et donc la grande majorité de la population, 90% de la population, la norme, c'était apprendre par cœur. Apprendre les lois, la poésie, la philosophie. Et donc à cette époque-là, quand cet outil a commencé à être adopté, on a eu les mêmes débats que ce qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas PowerPoint, etc., mais en tout cas, il y avait ces débats-là. Et à l'époque, un des fervents je dirais réfractaire à l'adoption de cet outil, vous le savez sûrement, c'est Socrate, qui avait justement pointé du doigt sur les dangers de l'écriture, sur derrière nos capacités. Il avait pointé notamment du doigt deux pertes de capacité, notamment l'oubli, la perte de mémoire. Si on met tout sur un papyrus, on va en effet moins faire cet exercice de mémorisation. Et il avait aussi pointé du doigt l'interactivité. C'est-à-dire que face à un papyrus, comme aujourd'hui face à un livre, on n'interagit pas. C'est unidirectionnel. On n'a pas le questionnement, le débat qu'aimait si bien faire Socrate.
Bon, 2000 ans après, on a quand même pas mal adopté cet outil-là. Donc, il y a quand même bien sûr des gains. Je vais en citer deux. On pourrait citer le gain de la pérennité du savoir. En effet, on peut plus facilement préserver du savoir sur un papyrus que sur un cerveau humain, qui a une durée de vie limitée. Et on a aussi des gains d'accessibilité du savoir. On peut plus facilement multiplier des papyrus que des cerveaux. Mais j'aimerais quand même si ça fait plus de 2000 ans qu'on a adopté cet usage, ces outils, écriture et lecture, les deux vont de pair, de se questionner tout de même sur notre usage qu'on a aujourd'hui de l'écriture et de la lecture. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un usage qu'on a qui nous permet d'avoir des gains ou plutôt des déficits au niveau de nos capacités? Et donc, je vais vous introduire la technique qu'on réutilisera après avec ChatGPT, qui est une technique de prompt qu'on pourra vous mettre à disposition, je crois, via des QR codes tout à l'heure. C'est la technique des 3 experts, la technique de l'arbre de pensée. Quand vous allez l'exécuter, cette technique, sur n'importe quel assistant, l'assistant va vous répondre en 3 temps, d'un seul coup. Dans un premier temps, il va prendre votre problématique et va la donner à 3 experts qu'il va invoquer. Alors là, la problématique, c'est est-ce que l'invention de l'écriture et la lecture nous a apporté plus de bien que de mal, ou l'inverse, au niveau de nos capacités cognitives? Donc chaque expert va donner son chemin de pensée, et dans un deuxième temps, ils vont confronter leurs différents chemins de pensée. Ils vont débattre ensemble. Et dans un troisième et dernier temps, ils vont essayer de converger vers une conclusion. Et surtout, ce qui nous intéresse, il y a des recommandations, des leviers pour faire que notre usage aujourd'hui, en 2025, de l'écriture et la lecture nous apporte plus de capacité qu'elle nous en ferait perdre. Donc on y va, je vais passer rapidement sur la réponse. Je ne vais pas vous la lire dans le détail, je vais synthétiser. Donc là, il m'a invité 3 experts à la table. J'ai droit à Dr Dubois, qui est neuropsychologue, c'est bien sûr complètement fictif, le professeur Leclerc, anthropologue, et le Dr Rinaldi, philosophe. Donc, c'est d'abord le neuropsychologue qui me délivre son chemin de pensée par rapport à cette problématique, suivi ensuite des 2 autres experts. Et en synthèse, ils me permettent dans un premier temps déjà de compléter ma balance. L'anthropologue nous dit par exemple, l'écriture, ça a permis, mine de rien, de ne pas réinventer la roue à chaque fois. On a pu s'appuyer sur la découverte des précédentes générations pour aller vers davantage de complexité, de capacité notamment à développer notre raisonnement sur des concepts abstraits et découvrir de nouvelles découvertes scientifiques. Okay, la philosophe, elle nous dit par contre, attention, c'est pas parce que je lis un livre sur la thermodynamique, par exemple, que je vais devenir expert sur le sujet, que je vais le mémoriser. Il y a, attention, un danger sur l'illusion de l'expertise. C'est pas comme si j'avais un prof en thermodynamique qui me challengeait, par exemple, sur cette expertise que j'essaye d'acquérir. Ok. On continue la lecture de la réponse, on arrive au deuxième temps. Les différents experts vont débattre entre eux, ils vont confronter ces différents chemins de pensée pour arriver à une synthèse collégiale et surtout, ce qui m'intéresse le plus, à des recommandations. Là, ils m'en font 4. Alors, ce n'est pas le sujet de la soirée, je ne vais pas tous vous les détailler. Je vais juste en présenter un rapidement. Le premier levier sur lequel ils m'ont recommandé d'être vigilant, c'est sur la lecture. Les deux, encore une fois, vont de pair. Qu'est-ce que nous disent les 3 experts? Ils schématisent, ils disent qu'en gros, il y a 2 postures quand on lit un livre ou un article, lecture passive, lecture active. À chaque fois qu'ils énoncent des idées, on leur demande dans le prompt de citer des études. Et là, il me cite une étude, il me dit, malheureusement, aujourd'hui, la majorité de la population, quand elle lit un article ou un livre, elle est dans une forme passive. C'est-à-dire qu'elle lit un article et une semaine après, malheureusement, elle a oublié. Et elle a peut-être l'illusion d'avoir appris quelque chose, mais malheureusement, comme elle était dans une posture passive, elle n'a pas appris. Donc on dit toujours c'est important de lire, mais si on ne lit pas bien, si on n'est pas en tout cas dans une posture active, on n'aura pas malheureusement les gains escomptés. Du coup, il me rappelle différentes techniques, si ça vous intéresse, j'en cite quelques-unes ici, pour être dans une forme de lecture active, ce qui demande un certain effort. Ça demande de prendre des notes, ça demande d'identifier le vocabulaire spécifique, ça demande notamment à la fin du livre, avant de passer au livre suivant, d'essayer d'intégrer, de ritualiser dans son quotidien ce qu'on a appris dans le livre, ce qui est du coup pas forcément évident au premier abord, mais on n'a rien sans rien, comme on dit, no pain, no gain. Donc si on veut des gains sur la lecture, il faut du coup se mettre dans cette position active. Bon. Voilà, il me présente d'autres leviers. Voilà un peu donc l'idée de cet outil. Petite parenthèse, donc vous pouvez l'utiliser pour tout type d'outils. Je parlais du GPS tout à l'heure, ce que vous avez peut-être utilisé pour venir jusqu'ici. Vous le savez, il y a des études aussi qui le montrent. Je crois que c'était sur des taxis londoniens. Le GPS détériore nos capacités d'orientation spatiale. Je vous tease un peu. J'ai échangé avec du coup 3 experts sur le sujet et j'ai un usage maintenant différent du GPS pour justement préserver cette capacité d'orientation spatiale. Donc, je vous invite aussi à le tester sur d'autres outils. Revenons à nos moutons. J'ai du coup appliqué sur ChatGPT. Il m'a invité à la table du coup 3 experts. J'ai eu le droit à un cogniticien, à une philosophe et j'ai eu le droit aussi à une neuroscientifique. Les 3 ont étalé leur chemin de pensée.
de ce premier temps, je n'ai pas identifié de nouveaux éléments à mettre dans ma balance. Par contre, quand ils ont commencé à cogiter entre eux, à débattre dans la deuxième temporalité, il y a cette superbe animation, ils ont identifié deux nouveaux éléments. Et ces deux éléments, c'était à gauche de la balance. Des gains. Gains d'expertise, gains d'esprit éthique. Et en pressant qu'en effet, en fonction de comment on va utiliser cet assistant, ben, finalement, on peut aussi gagner des expertises et de l'esprit critique. Donc je l'ai laissé ensuite, dans le troisième temps, débattre pour essayer de converger vers des fameux leviers. Ils m'en ont sorti deux des leviers. Comme ça ne suffisait pas pour ce soir, j'ai décidé de rentrer dans la conversation. On peut faire ça, c'est-à-dire que quand l'assistant vous a tout déroulé, vous pouvez rentrer, dire moi aussi je veux parler avec ces trois experts-là. Donc je me suis incrusté et j'ai commencé à converser avec ces trois experts fictifs. On a débattu, ils m'ont poussé des études, je vous en partageais une qui était très intéressante. Et on a sorti du coup un troisième levier. Voilà. Donc ça va être du coup ma conclusion. Quels sont ces trois leviers pour essayer de faire balancer l'usage de ChatGPT dans une recherche de gain de capacité et non pas de perte? Le premier levier, on s'est accordé avec ces experts virtuels qu'on pouvait l'appeler la conscientisation. Il ne faut pas être naïf, on va en effet, via ces assistants, perdre des capacités. Du coup, c'est tout simplement des choix qu'il va falloir faire sur quelle capacité je veux préserver et quelle capacité je ne veux pas préserver. Voilà mon joli arbre de compétences avec ici toutes les expériences que j'ai construites par le temps. Et je vais du coup faire une anecdote que j'aime bien faire sur justement comment moi-même j'ai vécu malheureusement une perte d'expertise et comment j'y ai après remédié. On remonte le temps, c'est tout début d'année 2023. Je découvre comme tout le monde ChatGPT, c'est trop bien. Et je me dis, je vais l'utiliser pour plein de choses et notamment pour rédiger mes emails en anglais. Donc ça, c'est ma capacité à rédiger des emails en anglais. Pendant toute l'année 2023, j'ai des gains de temps, j'ai des gains de qualité, je suis content. Fin d'année 2023, je ne sais plus pour quelle raison, je me retrouve devant une page blanche à devoir moi-même rédiger un email en anglais. Et là, crise de confiance. Je réalise que j'ai plus ce réflexe que j'avais avant, je n'ai plus confiance en moi, dans ma capacité à rédiger un email. Ma capacité, je le prends de plein fouet, en effet, c'est réduite. Et là, je prends en effet de pleine face ce qu'on étudie maintenant dans différents papiers de recherche sur cette fameuse part de capacité. Du coup, début d'année 2024, nouvelle résolution comme en chaque début d'année, que j'ai réussi à préserver même en 2025. Je fais maintenant moi-même mes mails en anglais. Je transmets à ChatGPT. ChatGPT me challenge pour derrière me faire gagner de l'expertise sur le sujet, vite la faire du coup croître à nouveau cette capacité. Mais en contrepartie, je perds du temps. Donc le Luc de 2024 et de 2025 écrit moins vite ces mails en anglais que le Luc de 2025. Mais j'assume, c'est un combat que j'ai décidé de mener pour préserver cette capacité. Mais je pourrais parler d'autres capacités où j'ai été moins, où j'ai fait le deuil, on va dire. Cette capacité, par exemple, c'est la capacité à résumer des études, des papiers de recherche. Où là, c'est vrai que depuis 2 ans, je délègue la capacité de résumer un texte à l'assistant. Du coup, ça me permet de pouvoir, entre guillemets, dévorer davantage de matière, mais en contrepartie, je sais que je suis en train de détériorer cette capacité. Donc voilà, c'est des combats qu'il faut mener, chacun à sa façon, faire ses propres choix. Mais ça demande quand même une prise de recul et une certaine, je dirais aussi, maturité. Et là, je vais évoquer un point que peut-être Landry Bourignon reprendra, qui est justement une communication qu'a fait le ministère de l'Éducation en juin de cette année. L'IA en éducation, cadre d'usage, c'est un petit document avec différentes recommandations. Il y a une recommandation qui fait écho avec ce que je viens de vous dire. L'Éducation nationale recommande de ne pas utiliser ChatGPT avant la 4e. En 6e, 5e, on sensibilise les élèves aux risques et aux dangers de l'IA, comme on le fait déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux. En 4e, on ne leur donne pas dans les mains. On le met en classe et c'est l'enseignant qui reste derrière le clavier. Et c'est qu'en seconde, 2 ans plus tard, qu'ils peuvent commencer à l'utiliser en toute autonomie. Donc c'est une recommandation pour les enseignants, mais je pense aussi à destination des parents, à l'image des recommandations sur les temps d'écran et les réseaux sociaux, et qui illustre qu'en effet, il faut une certaine maturité pour être dans cette capacité de faire ce discernement et de faire ses choix. Premier levier, donc, conscientisation. Deuxième levier, c'est celui de la page blanche, le fameux syndrome de la page blanche. En 2023, quand je commençais à former de plus en plus de gens sur ces sujets-là, je disais, c'est trop bien, ChatGPT, si vous n'avez pas quoi faire, imaginons on vous demande un rapport ou une enquête, que vous n'avez aucune idée, vous avez ce fameux syndrome de la page blanche, c'est pas grave, demandez à ChatGPT de le faire, et puis après vous retravaillez bien entendu. C'est ce que je faisais pour mes emails en anglais. Bon, mais ça, il ne faut pas le faire. Voilà, je suis revenu sur ce que je disais en 2023, c'est pas bien. Ma recommandation, c'est toujours d'essayer de fournir ce que j'appelle un premier noyau, une première matière, qu'on va ensuite cuisiner, bien sûr, avec l'assistant et qu'on va faire développer. Et si vraiment vous n'avez pas ce noyau, si vraiment c'est le syndrome de la page blanche, alors je vais vous recommander un deuxième prompt qu'on vous communiquera via un QR code qui s'appelle le prompt de l'auto-questionnement, que j'utilise à peu près dans 20% du temps.
et je vais vous en faire là une démonstration. Imaginez qu'on vous demande de rédiger une enquête pour vos collaborateurs autour de la mobilité verte. Vous n'avez aucune idée par où commencer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est aller sur l'assistant et dire « Génère-moi une enquête pour mes collaborateurs autour de la mobilité verte ». Parce que là, vous allez avoir du coup ChatGPT qui va faire tout le boulot à votre place, et je vous disais, ça, c'est pas bien. Le prompt de votre questionnement, il consiste à dire ça. Juste avant qu'il me réponde, vous dites « Mais avant, pose-moi cette question, une à la fois, pour bien comprendre mes attentes et mes contraintes. » Hop, je mets sur pause. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que l'IA va d'abord me consulter à moi, va faire du questionnement socratique, va venir chercher les idées qui sont finalement de ma tête, elle va venir les extraire pour qu'on soit dans cette co-construction ensemble au final de cette fameuse enquête. Là, j'ai mis 7 questions, mais on peut mettre 10, 15, 20 questions. Plus vous mettez de questions, plus il va vous amener sur des terrains un peu inconnus et peut-être potentiellement vous inspirer. Vous posez des questions que vous-même, vous ne vous sauriez pas poser. Une à la fois, c'est très important, parce que 7 questions d'un coup, c'est lourd, et on risque de bâcler les réponses. Et là, une à la fois, ça permet aussi d'adapter, en fonction de ce que vous allez répondre, sa prochaine question. Donc ça, je le fais dans 20% du temps, pour aussi des fois compléter mon contexte. On le sait, une des principales techniques de prompt, de recommandation pour bien prompter, c'est donner du contexte, être précis. Et bien là, ça permet, quand vous faites ce petit prompt, de compléter éventuellement les trous que vous avez dans votre raquette de contexte. Et comme on peut être amené à le faire souvent, je vous donne une petite astuce, en tout cas sur ChatGPT, pour l'activer, l'invoquer plus rapidement, cette technique-là. Ça s'appelle des instructions personnalisées. Vous allez dans personnaliser ChatGPT, et là, vous pouvez rajouter une instruction. Quand je tape /Q5, je veux qu'avant de réaliser ton action, tu me poses 5 questions, une seule question à la fois, pour bien comprendre les attentes et mes contraintes. Si c'était /Q8, ce serait pour 8 questions. Bon, voilà, je le fais généraliser. Et du coup, en faisant ça, moi, ça me permet plus rapidement d'enlever tout ce texte. Et quand voilà, j'échange avec lui, par moment, je lui mets un petit /Q7 là, par exemple, et j'envoie. Et du coup, il comprend la logique que, OK, avant de te répondre, je vais d'abord te poser, là, en l'occurrence, cette question. Donc là, il va me poser différentes questions pour cibler un peu plus mon besoin, le nombre de collaborateurs, l'objectif que je cherche derrière, donc collecter des pratiques actuelles, est-ce que je suis anonyme, le nombre de questions, est-ce qu'il y a un focus, je crois que là, dans la démo, je réponds sur le vélo. Voilà, donc je vais lui donner plusieurs éléments qui, justement, qui vais les fournir. Ce n'est pas ChatGPT, je vais chercher dans ma tête, je vais faire cette activité de réflexivité et je vais être en capacité, au final, de co-construire avec lui cette enquête-là. Donc on ne sera pas face à un assistant qui aura tout fait à ma place. Donc ça, c'est la deuxième technique que je vous recommande, le deuxième levier, pour essayer de surpasser ce fameux syndrome de la page blanche. Et je finirai du coup avec un troisième levier. Ce troisième levier fait écho à une étude que j'ai découvert il y a peu, du coup, mais qui remonte à 2007 sur la curiosité. Que nous dit cette étude? Elle nous dit que de 14 mois à 5 ans, on se pose en moyenne 107 questions par heure. On est très curieux au début de notre vie. Et puis, boum, à 6 ans, ça chute drastiquement à 1,2 questions par heure. Alors, selon l'étude, cela correspond à un moment où on rentre à l'école et où on se met plutôt dans une posture à apprendre des réponses plutôt qu'à poser des questions. Aux grandes dames de Socrate, si nous écoutez. Passé l'adolescence, ça continue à chuter. Et puis, passé l'âge adulte, ils ne sont pas allés aussi loin, mais on imagine que ce taux, malheureusement, ne remonte pas aussi vite. Alors, pourquoi je vous parle de cette étude? Parce que j'ai ce ressenti personnel que depuis plusieurs mois, je ne me suis jamais autant posé de questions grâce à ces nouveaux assistants qui sont dans la poche et qu'on peut facilement dégainer. Contrairement à Google, où il fallait faire des recherches, aller sur des sites où il y avait des fois des pubs, croiser différentes informations, là, vous vous êtes tous rendu compte, en rien de temps, on peut obtenir une réponse courte, précise, de plus en plus pertinente, de plus en plus sourcée. Je pourrais parler des taux d'erreur si vous voulez, qui ont drastiquement chuté. Et donc, plus au final on arrive ainsi à facilement assouvir, je dirais, sa curiosité, plus on l'attise et plus on pose des questions. Et plus on pose des questions, plus aussi on prend le réflexe de re-questionner ce qu'on lit ou ce qu'on entend. Et c'est quoi ça? C'est faire preuve d'esprit critique. Et donc, avec cet assistant, j'ai cette sensation, en tout cas, d'être davantage critique parce que j'ai cette possibilité, j'ai ce raccourci, j'ai cette rapidité de pouvoir éventuellement contredire ou re-questionner des sujets. On parle beaucoup, avec l'IA, de l'esprit critique. Mais comment exercer son esprit critique, concrètement? Il faut des connaissances. Si on n'a pas de connaissances, ça va être dur de débattre sur un sujet. Moi, je ne connais rien aux motos. Pour parler de moto, je n'ai rien dans ma tête qui va popper, qui va être en capacité de me mettre en alerte critique sur ce que vous allez me dire. Mais je peux, maintenant, si je veux, directement poser une question, avoir des informations sur les motos et venir alimenter un débat avec vous. Je vous mets au défi si vous voulez. Je vais finir du coup par une anecdote parmi d'autres personnelles où justement j'ai eu ce réflexe-là et qui me montre en effet qui, je pense, approuve ce ressenti personnel. S'il n'y a pas d'études malheureusement sur le sujet. Alors c'était cet été, j'étais chez la belle famille, c'était dans le Lot, il faisait très chaud, canicule. On devait fermer du coup les volets pour, vous savez, préserver la fraîcheur.
Et mes enfants voulaient jouer au Lego. Et mes enfants allument la lumière. Et là, ma belle-mère arrive, elle éteint la lumière, elle dit non, tu vas chauffer, on est en pleine canicule. Et là, je me dis, on est en 2025, maintenant c'est les ampoules LED. Bon, je vais quand même trouver des arguments. Hop, je dégaine. Et là, en effet, ChatGPT me rappelle que c'est à partir de 2015 où, en effet, on a davantage acheté des LED que des ampoules à incandescence. Mais en effet, les ampoules à incandescence, 60 watts notamment, 95% de l'énergie servait à chauffer plutôt le filament qu'à éclairer. Donc, il y avait une très grosse déperdition. Les ampoules à LED, qui étaient notamment dans cette chambre, eh ben, ils ont un rendement 8 fois supérieur, beaucoup moins énergivore. Et ce que me disait l'assistant, ce qui va vraiment chauffer là dans la salle, c'est pas l'ampoule, parce que l'ampoule LED, 1 heure dans 12 mètres carrés, c'est même pas une dixième de degré. C'est des enfants qui vont chacun, en jouant, dégager 70 watts de chaleur. Donc j'ai pu finalement éclairer la salle, éclairer ma belle-mère au passage avec qui je m'entends très bien, et j'ai pu ainsi, comme ça, en dégainant rapidement, en montant en compétence sur le sujet. Voilà, donc en synthèse, conscientiser le fait qu'il y aura des combats à mener sur qu'est-ce que vous voulez préserver ou pas en capacité. Quand vous avez le syndrome de la page blanche, prenez-le comme un réflexe pour faire travailler votre réflexivité grâce à des prompts, par exemple, comme l'auto-questionnement. Et puis, soyez curieux, développez votre esprit critique grâce également à ces assistants. Je vous remercie.